Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Dans cette troisième et dernière partie sur les guerres de religion, avec Stuart de l'association Rubrican Histoire Brace, nous nous interrogeons sur le déroulement de ces guerres. La guerre de Ligue, c'est une guerre de siège avant tout. Il y a très peu de batailles rangées, et parce que le but, c'est de prendre possession des villes. On est à un moment où, même si il y a eu le progrès de l'artillerie, les forces en présence n'ont pas forcément de l'artillerie avec eux. Et dans ces conditions, s'il n'y a pas d'artillerie, on ne peut pas forcément prendre une ville facilement. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on a même des situations où les villes, elles se font prendre parce que à l'intérieur, il y aurait eu des mutins ou des traîtres qui auront justement préféré choisir l'autre camp et donc ouvrir les portes. Et c'était vraiment qu'à la fin du conflit, lorsqu'on va avoir Henri IV qui va venir avec toute son artillerie, que là par contre les choses vont complètement changer. Mais à l'époque, le gros du conflit de la Ligue a lieu en France, donc je dirais plutôt dans les grandes villes autour de Paris, de Lyon et d'autres grandes cités. Mais en Bretagne, eh bien, même le duc de Mercœur ne dispose pas d'énormément de pièces d'artillerie, en tout cas assez forts pour prendre une ville en l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. Donc on a vraiment des situations qui se bloquent. Et à côté de ça, pas mal de villes qui ne possèdent pas de remparts ou de défense particulière, qui vont se retrouver à la proie d'ennemis. Car dans les campagnes, ce qu'on appelle les communes, les paroisses qui se mobilisent pour se défendre au son du tocsin, eh bien, certaines communes vont être soit du camp de la Ligue, soit du camp du roi. Non pas parce qu'ils sont protestants, mais parce qu'ils restent fidèles au roi de France. On va avoir le cas, par exemple, de Tréguier, qui a son évêque, qui va être un fervent soutien du roi de France Henri III, au début de la guerre de la Ligue en Bretagne. Cependant, eh bien, une grande partie des communaux et des seigneurs des alentours sont du camp de la Ligue. Donc il va y avoir un coup de force où on va avoir, à Tréguier, entre 12 et 15 000 paysans qui vont fondre sur la ville pour la prendre, avec forcément les dégâts que ça peut causer. L'évêque va d'ailleurs s'enfuir à l'occasion. Mais on arrive que Vitré, qui est donc une ville aux mains des royalistes, composée notamment de nombreux protestants, va avoir une population aux alentours des communes qui va être, elle, pour la Ligue, et qui va se soulever et se mobiliser, et des communes qui, aux alentours, vont mobiliser entre 4 à 10 000 paysans. Des épisodes où, on a des sorties de la part des forces de Vitré qui vont, fondre sur les paysans, faire un massacre et rentrer dans la ville. À l'inverse, on va avoir des communes qui vont, continuer d'aller piller d'autres communes qui ne vont pas être de la même obédience vis-à-vis de leur camp. Donc on a vraiment, une situation qui va s'envenimer, d'autant plus qu'il va y avoir qu'on appelle les seigneurs de guerre qui vont se mettre en place au fur et à mesure que le conflit va s'enliser. Ce sont des seigneurs de guerre qui vont être à la tête de bandes armées, parfois de dizaines, voire de centaines de personnes, et qui vont vraiment semer le chaos dans les campagnes, soit pour vraiment mettre à mal l'autre camp, soit même pour massacrer et, piller n'importe qui. Un des exemples les plus célèbres, c'est Guy Heider de la Fontenelle, qui va se constituer un véritable repère, une véritable forteresse sur l'île Tristan, en face de Douarnenez. Et depuis cet endroit-là, il va piller énormément de territoires et de villes et de communes en Cornouailles et en Basse-Bretagne en général. Pamar, une ville qui était alors très riche à l'époque, qui est un grand port de commerce, va se retrouver pillée par La Fontenelle et par ses bandits, à tel point qu'on dit que c'est l'une des raisons qui explique pourquoi Pamar, les années qui vont suivre, ne va pas réussir à redevenir un port important pour l'époque. Et donc on a vraiment affaire à des révoltes paysannes qui vont se faire plus avec des réflexes d'autodéfense plutôt qu'autre chose. Le but, c'est vraiment de se défendre par rapport à une menace extérieure qui peut exister, que cette menace, elle soit protestante, pro-catholique, ou même, par la suite, espagnole ou anglaise. La guerre de la Ligue en Bretagne va revêtir également un conflit international. Espagnols et Anglais vont y participer, en soutenant chacun leur camp. Les Espagnols vont soutenir le duc de Mercœur et les ligueurs, tandis que les Anglais vont soutenir le camp d'Henri III, puis d'Henri de Navarre, Henri IV.
pour expliquer vraiment le conflit international, il faut comprendre que la Bretagne, à ce moment-là, ça va être un peu le théâtre des grandes puissances de l'époque. Ça va être vraiment là où va se jouer, non pas l'histoire mondiale, mais en tout cas l'histoire européenne, dans le sens où la Bretagne s'inscrit vraiment au sein d'une lutte entre le royaume d'Angleterre et le royaume d'Espagne. Le royaume d'Espagne est depuis l'époque de Charles Quint la grande puissance européenne et mondiale de l'époque. C'est l'Espagne qui commerce avec les colonies en Amérique et qui rapporte avec elle énormément de richesses. Avec justement ces nombreuses colonies, eh bien Philippe II, il se veut également à la fois un grand seigneur puissant, mais également le chef du catholicisme en Europe. Or, on revient encore à ce problème religieux, qui est le protestantisme pour l'époque. Il y a plusieurs régions d'Europe qui sont majoritairement protestantes. C'est le cas notamment des Flandres, qui est une possession espagnole. Et les Flamands, pour des raisons religieuses, mais également des raisons économiques et politiques, va se soulever. Une guerre qui va durer 80 ans et où lequel en fait l'Espagne va investir énormément d'argent et de troupes pour mater la révolte. À la fin, les Flandres vont être séparés entre les Flandres espagnols, donc les Pays-Bas espagnols d'un côté, et au nord ça va être Pays-Bas qu'on connaît actuellement. Ça va devenir les Provinces-Unies qui vont être protestants. On a déjà ce problème-là qui se fait sentir pour l'Espagne. Et de l'autre côté, il y a un autre concurrent qui est très fort, c'est le royaume d'Angleterre. Pour deux raisons. Là encore, une affaire religieuse. Depuis Henri VIII, de la dynastie des Tudors, il y a l'anglicanisme qui est religion d'État en Angleterre. C'est une forme de protestantisme, différente de ce qu'on connaît avec le calvinisme ou encore la religion de Luther. En Angleterre, la religion, c'est l'anglicanisme, qui est une forme de protestantisme, et qui en fait mécontente forcément le catholicisme et la papauté de l'époque. Par ailleurs, il va y avoir certains événements qui vont profondément choquer les catholiques d'Europe. Ça va être la mise à mort de Marie Stuart, reine d'Écosse, qui a été également reine de France, catholique, qui va se faire justement tuer pour des raisons politiques, mais également pour des raisons religieuses. Ce qui va profondément choquer pas mal de cours européennes, notamment celle de Philippe II. Et surtout, il y a une raison économique importante, c'est que l'Angleterre commence à vouloir commercer avec les colonies et n'hésite pas pour cela à piller de nombreux navires espagnols. C'est ce qu'on appelle la période des corsaires anglais, notamment avec le corsaire Drake et d'autres, qui vont véritablement attaquer certains ports jusqu'à aller piller le port de Cadix, qui est vraiment le premier port important de l'Espagne à l'époque, puisque c'est depuis ce port que tout le commerce avec les colonies espagnoles se font. Et donc de ce fait-là, en fait, il va y avoir Philippe II qui va tenter une grande offensive sur l'Angleterre. C'est en 1588 qu'il va envoyer ce qu'on appelle l'Invincible Armada, une flotte composée de 150 navires et de milliers de troupes qui a pour but en fait d'attaquer l'Angleterre et de renverser la reine Élisabeth. Ça va être un fiasco total. La flotte va se retrouver pour une partie d'entre elles va couler. Philippe II n'attend qu'une chose, c'est de se venger d'Élisabeth et de l'Angleterre. L'Angleterre a défié son autorité politique, religieuse, mais également la domination des Espagnols sur les mers. Quel lien avec la Bretagne ? Eh bien, c'est que la Bretagne, c'est une péninsule qui se trouve braquée sur l'Angleterre. Contrôler la Bretagne, c'est s'assurer certains ports qui permettraient une invasion beaucoup plus facile. Par ailleurs, ce serait un excellent relais pour envoyer des troupes ou pour mieux contrôler par la suite les Flandres qui ne sont pas très loin. Il y a une partie des Flandres qui sont justement possession espagnole, c'est ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols. Par contre, il faut bien comprendre qu'elle se situe à des milliers de kilomètres de l'Espagne, qui est alors le cœur de l'empire de Philippe II. Donc, pour contrôler ce territoire, c'est très compliqué. Et la Bretagne peut être un excellent territoire de transition, là où Philippe II pourrait tout à fait contrôler une partie de l'Europe. Philippe II va vouloir s'implanter en Bretagne. Et il va y avoir des négociations qui vont être tenues entre lui, roi d'Espagne, et le duc de Mercœur. Et on va même avoir une situation où il va y avoir des juristes espagnols qui vont réfléchir à légitimer les prétentions de Philippe II sur la Bretagne. En effet, sa femme est issue d'un mariage avec la dynastie des rois de France. Philippe II a épousé la fille d'Henri II, et forcément, Henri II est descendant de Claude de France et de Anne de Bretagne. Mais de ce fait, il peut avoir des prétentions sur la Bretagne. En tout cas, c'est ce que vont essayer les juristes. Et donc, Philippe II, à un moment donné, a envisagé de pouvoir contrôler la Bretagne et l'intégrer à son royaume. Le duc de Mercœur aurait pu être un excellent gouverneur, puisque Mercœur cherchait avant tout, non pas, comme certains ont pu le dire par le passé, rendre la Bretagne indépendante, mais assurer à la Bretagne une forme de catholicisme pur
qui aurait pu être défendue par ce roi très chrétien qui était Philippe II. Et donc, il va y avoir un effort conséquent de Philippe II à vouloir soutenir la Ligue en Bretagne. C'est pourquoi il va envoyer dès 1590 des Espagnols, en grand nombre. On compte à 3000 troupes au départ, qui vont arriver à Saint-Nazaire, puis 2000 autres qui vont arriver par la suite. Et donc, ces Espagnols-là vont construire un fort, qui est le fort de l'Aigle, qui par la suite va être retravaillé bien plus tard, et qui va devenir la citadelle du Port-Louis, qu'on connaît aujourd'hui. D'un autre côté, il va y avoir l'Angleterre qui va elle aussi avoir un intérêt à se battre en Bretagne. Car si les Espagnols peuvent se saisir de la Bretagne comme d'une plateforme pour ensuite attaquer l'Angleterre, eh bien il faut empêcher les Espagnols de s'y implanter. Donc la reine Elisabeth va véritablement s'investir et envoyer à la fois des subsides, donc de l'argent pour les troupes royalistes, mais surtout elle va envoyer des troupes également en Bretagne. Et donc on va se retrouver avec une province où on a des Bretons qui luttent entre eux, mais également avec des forces étrangères qui vont vivre sur le pays, qui vont se battre dessus. Et il faut penser que ce sont des espaces vécus par des hommes et des femmes qui vont eux-mêmes subir la guerre pendant plus d'une dizaine d'années. Et c'est une guerre véritablement qui va coûter cher, avec de nombreuses vies humaines qui vont être ainsi gâchées. Il va y avoir également plein d'habitudes qui vont être mises à mal. Par exemple, le service religieux, les messes, tout cela vont être perturbés, ce qui est important pour les gens à l'époque. Et enfin, il va y avoir surtout des dégâts économiques incroyables. L'historien James Collins estimait à plus d'1 million de livres de dégâts à la fin de la guerre de la Ligue. En raison de l'enlisement du conflit, qui s'étale sur plus de 10 années, il n'y a plus seulement des intérêts collectifs qui vont prévaloir, comme la défense de la religion pour certains ou le soutien au roi de France. D'autres enjeux vont rentrer en compte, des enjeux individuels. Forcément, vu que le conflit s'éternise, les intentions et les motivations premières vont s'essouffler. D'autres tensions qui vont apparaître, c'est-à-dire que quand il va y avoir une attaque qui va être faite sur une ville ou sur une paroisse, forcément, ceux qui vont subir cette attaque, naturellement, en avoir rancœur. Et donc là, c'est le cercle vicieux des guerres qui s'enlise, c'est que quand la guerre se poursuit, il va y avoir d'autres facteurs qui vont faire qu'il va y avoir une haine envers une autre paroisse, une haine envers un autre personnage. Deux autres tournants qui sont très importants. On en a parlé tout à l'heure, c'était les États généraux qui se sont très mal passés et où Henri III a raté son coup d'éclat. C'est la Ligue qui va complètement se révolter. Henri III va même se retrouver assassiné par un frère dominicain. Et de fait, Henri de Navarre se retrouve roi de France alors qu'il est encore protestant. À ce moment-là, une grande partie des populations en France, et notamment des élites nobiliaires, vont se ranger du côté de la Ligue, car il est hors de question d'avoir un roi protestant. Le deuxième tournant, il va apparaître en 1593, lorsque Henri de Navarre va, pour essayer de remporter le conflit, il va tout simplement changer de religion, il va justement devenir catholique. Cela va faire qu'il va pouvoir être converti au catholicisme, puis par la suite il va pouvoir être sacré à Reims, et l'année suivante, en 1594, le pape de l'époque va lever l'excommunication sur Henri de Navarre. Ce faisant, pour beaucoup de ligueurs, maintenant que le roi est devenu catholique, ils n'ont plus raison de se battre. Et donc très rapidement, il va y avoir une grande partie de ces ligueurs qui vont se retourner et qui vont se mettre du côté du roi. Et l'un d'entre eux, le duc de Mayenne, dès 1595, il va tout simplement se ranger du côté du roi. Et là, Henri IV, donc nouveau roi de France, prend une décision importante, c'est qu'il va déclarer la guerre à l'Espagne, qui soutenait la Ligue depuis très longtemps. On pourrait se demander pourquoi il veut rentrer dans un conflit qui va coûter énormément d'argent, énormément de vies humaines, alors que, en général, les populations sont pour la paix. Et bien, en faisant cela, il va avoir cette décision très stratégique, ça va être de considérer que ceux qui soutiennent le roi d'Espagne, Philippe II, ce sont des traîtres. Donc à ce moment-là, il va y avoir énormément de ligueurs qui vont retourner dans le camp du roi de France. Mais le duc de Mercœur, lui, ne va pas bouger. Il va continuer la guerre. À la fin du conflit, ça va être une guerre qui va se faire en Bretagne. Ça va être une guerre qui va à la fois se faire entre le roi de France et le roi d'Espagne, mais aussi le conflit civil qui continue en Bretagne. Mais déjà à cette époque-là, il va y avoir énormément de ligueurs qui vont monnayer leur reddition, ou du moins leur ralliement à Henri IV. Ils vont s'assurer d'être protégés, d'être acceptés et d'être, si je peux dire, pardonnés. Dans les faits, Henri IV il va être très clément
envers les anciens ligueurs. Il va faire toute une politique de clémence qui va constituer à faire des édits de réduction. L'édit de réduction, c'est un peu un statu quo. On pardonne tout. Si, et seulement si, les villes se rendent. Et très rapidement, lorsque le roi de France, Henri IV, devient catholique, des villes en Bretagne qui étaient ligueuses, qui vont se retourner et devenir royalistes. C'est le cas de Redon, par exemple. À l'inverse, Saint-Malo, qui, elle, pendant très longtemps a eu un jeu trouble, notamment en se constituant en république, eh bien, en voyant que le roi de France est devenu catholique, et voyant que Mercœur avait vraiment un pouvoir grandissant et très influent sur Saint-Malo, eh bien, Saint-Malo va très vite rejoindre le camp également du roi. Quant à Dinan, ça va être l'une des dernières villes qui va se rendre au roi de France. Pas mal d'habitants de la ville qui vont comprendre qu'il faut très rapidement se rendre s'ils veulent garder certains privilèges. Le sénéchal Raoul Marot des Alleux qui va être à la tête de ce retournement de situation, puisqu'à l'époque, le gouverneur de la ville, Saint-Laurent, lui est encore un fidèle ligueur. Cependant, même le gouverneur de Dinan à l'époque commence à vouloir nouer contact avec Henri IV. Donc déjà, on sent que voilà, il y a une sortie de crise qui se fait puisqu'il y a des négociations, du moins des pourparlers qui commencent à se faire. Mais le sénéchal de la ville va lui-même prendre les devants et va piéger le gouverneur de Dinan, Saint-Laurent. Il va transmettre une fausse lettre du duc de Mercœur demandant au gouverneur de la ville de se rendre prestement à Nantes avec ses troupes. Donc en fait, Saint-Laurent, il va laisser son frère, en tant que lieutenant de la ville, ainsi que 120 hommes garder Dinan, tandis que lui va envoyer ses troupes à Nantes. Dans la nuit du 30 et 31 janvier 1598, des conspirateurs vont ouvrir les portes. C'est la porte de Saint-Malo qui va être ouverte au nord de la ville. Plusieurs troupes venues de Saint-Malo exprès qui vont prendre possession de la ville. La garnison qui est dans la ville va prendre peur et va se réfugier dans le château. Et très rapidement, en fait, la nouvelle arrive. Les troupes royales qui sont à Rennes vont converger rapidement vers Dinan. Les troupes qui viennent de Rennes vont apporter avec elles de l'artillerie. Dans 2 semaines, l'artillerie qui va arriver à la fin de cette deuxième semaine, qui va commencer à tirer sur la forteresse. Et le lendemain, la garnison souhaite se rendre dans le cas où il n'y ait pas de renfort à eux qui arrive. Ils demandent qu'en cas de reddition, ils soient protégés et puissent s'acheminer vers un autre endroit tenu par les ligueurs. C'est chose qui sera faite. Cette garnison de 120 hommes va ensuite converger à Lamballe, qui est encore tenu par les ligueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette édit de réduction, il y a eu des promesses qui ont été faites. À la fois des négociations qui ont été faites par le fameux sénéchal Raoul Marot des Alleux, mais également par le contre-garde de la monnaie, donc celui qui s'occupait de l'hôtel de la monnaie instauré par Mercœur au début du conflit. Ce sénéchal, qui s'appelle Robert Hamon de Lagrange, eh bien, il a demandé au cercle d'Henri IV de se rendre en échange des privilèges qui seraient maintenus, et notamment des institutions que sont le présidial et l'hôtel de la monnaie. Henri IV, comme pour les autres villes qui se sont rendues, il va être très clément. Et donc, on va s'acheminer vers une sortie de crise, une sortie de guerre, qui va faire énormément de frustrés, dans le sens où les ligueurs vont être pardonnés. Or, pendant 10 ans à peu près, il y a eu ceux qui ont été fidèles au roi de France Henri III puis Henri IV, qui se sont démenés pour lutter pour leur roi, et se retrouvent avec leurs ennemis qui se sont haïs pendant tellement d'années. Ces ennemis-là se retrouvent à être pardonnés facilement par le roi de France. Un événement qui va être très frustrant pour les Dinanais, c'est que cet édit de réduction, il doit être ratifié par le Parlement de Bretagne. Seulement voilà, le Parlement, qui n'existe plus à Nantes, mais qui est toujours maintenu à Rennes, ce Parlement était royaliste, donc ennemi des ligueurs. Les parlementaires vont accepter toutes les clauses de l'édit de réduction, sauf une, ça va être le maintien de l'hôtel de la monnaie. Les Dinanais se sont fait un peu flouer dans le sens où on leur avait promis certains gages, notamment de maintenir certaines institutions qui avaient pu être installées durant la Ligue. À ce moment-là, les parlementaires rennais vont se venger et ne vont plus autoriser certaines institutions. La fin des guerres de religion est marquée par la promulgation de l'édit de Nantes, en 1598, par le roi de France Henri IV. Si l'édit de Nantes a été signé à cet endroit-là, c'est parce qu'en fait, la Bretagne était le dernier territoire qui a échappé à la soumission du roi de France Henri IV. Et notamment, ça a été fait à Nantes, parce que c'était vraiment la ville ligueuse par excellence, le quartier général du duc de Mercœur. Cet édit de Nantes, il est un peu comme la politique qu'a mis en place Henri IV, c'est une forme de clémence, il y a une forme de statu quo qui se met en place. Le protestantisme est toléré,
mais la religion d'État reste encore le catholicisme. On se retrouve avec un statu quo, avec un problème religieux qui n'est pas encore résolu. Et l'édit de Nantes, qui est vanté comme le grand édit de la tolérance et celui qui met fin aux guerres de religion, il va certes symboliser la fin de la guerre, enfin des guerres de religion, mais dans les faits, il y aura toujours des problèmes qui vont survenir. Par la suite, il va y avoir d'autres problèmes qui vont être liés à certaines villes protestantes. On connaît ce qui s'est passé avec le cardinal de Richelieu qui a fait le siège de La Rochelle pendant plusieurs mois. Puis, on connaît aussi la politique menée par Louis XIV envers les protestants, les dragonnades, où clairement on va avoir des militaires qui vont être envoyés afin de forcer les protestants à se convertir. L'édit de Nantes, il met fin au conflit armé qui arrive à l'époque, parce qu'en fait Henri IV parvient à restaurer une forme d'autorité royale qui avait été mise à mal par ces décennies de conflits internes entre camps catholiques et camps protestants, mais aussi entre les grandes familles. Mais dans les faits, le protestantisme continue. Louis XIV va, d'une certaine manière, mettre fin à ce problème-là, pas dans le bon sens du terme, en révoquant l'édit de Nantes en 1685. Il va, forcer à la conversion de nombreux protestants. Et une grande partie d'entre eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont fuir la France. Ils vont fuir en allant en Suisse, en allant dans les Provinces-Unies ou en Angleterre. C'est de cette manière, que va plus ou moins se régler la question protestante, si on peut appeler ça régler. Aujourd'hui, l'édit de Nantes est vu comme un symbole de grande tolérance, mais nous, notre notion de tolérance n'est pas forcément la même que ce qu'il y avait à l'époque. Pour nous, la tolérance, c'est l'ouverture vers les autres. À l'époque, la tolérance, on le tolère, mais on ne veut pas le voir en fait. Ça vous a plu ? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne ? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!